Développement post-bac, loi de Colrog et applications diverses. Niveau PCSI, prérequis, base d'électrocinétique, solution ionique, titrage, dosage. Bibliographie d'Innocence, PCSI, plus Porte de Bucher. Alors, la loi de Colrog peut se déterminer théoriquement avec un modèle assez simple d'un ion qui sera entouré des molécules du solvant et qui serait soumise à un champ électrique E, donc dû à l'application d'une tension entre deux électrodes dans le solvant. À ce moment-là, l'ion qui est chargé donc avec une charge Q qu'on va écrire sous la forme ZIE, ZI étant le nombre de charges et E la charge élémentaire, et ben, il va subir une force F égale QE égale ZIE. Mais quand il se déplace, il subit des forces de frottement fluide dues au fluide qui l'entoure. Et donc cette force s'exprime est proportionnelle à la vitesse et on l'exprime par moins alpha V. En régime permanent, lorsque l'ion se déplace et n'accélère plus, à ce moment-là, on a la somme des forces qui est égale à 0 et on a du coup on a une relation moins alpha V plus ZI E fois le champ électrique qui est égal à 0 et on va pouvoir avoir une expression de la vitesse en fonction du champ électrique ZIE sur alpha I. Alors on va appeler mobilité de l'ion UI l'expression ZIE sur alpha I, et l'ion est d'autant plus mobile qu'il est chargé, parce que dans ce cas il sera soumis à une force plus importante et donc il va bouger plus facilement, et il va être aussi d'autant plus fort que le alpha I est d'autant plus mobile que le alpha I est faible, c'est-à-dire que le solvant est fluide et peu visqueux. UI est positif pour un cation et négatif pour un anion. La densité volumique de charge se calcule avec ρ égale ZICIF, F étant la constante de Faraday, 96 500 coulombs par mol. Donc dans ces problèmes, il faut faire très attention aux unités, donc on va s'y atteler dès maintenant, et la densité volumique de charge c'est des coulombs par mètre cube, et on voit du coup qu'il faut exprimer notre concentration en mol par mètre cube pour être homogène avec ces grandeurs. La densité de courant est la densité volumique de charge multipliée par la vitesse de ces charges. Alors on a pour l'instant un indice I qui va nous permettre de raisonner sur un seul ion, et on généralisera après à un ensemble d'ions. On reprend simplement l'expression qu'on avait ici, on va écrire ZICIFU E, et tout cet ensemble, on va l'appeler sigma I, par analogie avec la loi d'Ohm locale, J égale sigma E. Et donc ça c'est la conductivité. Et la conductivité est proportionnelle à la concentration et à une expression qui fait FUIZI. Et pour une solution qui contient plusieurs ions, eh bien on ajoute toutes les contributions. Donc on considère que tout ça s'ajoute linéairement, et on a la conductivité totale qui vaut la somme des UI, ZI, FI, CI, et on va appeler ces trois termes lambda la conductivité ionique molaire. On trouve parfois dans la littérature la conductivité ionique molaire équivalente. Dans ce cas, on se ramène à une mole de charge et non pas une mole d'ion. Et dans ce cas-là, cette loi va s'écrire somme sur tous les constituants de la valeur absolue de ZI fois le lambda I équivalent fois CI. Alors au niveau des unités, une conductivité c'est des Siemens par mètre, et donc la conductivité molaire ionique c'est des Siemens mètre carré par mol, puisqu'on obtient la conductivité en multipliant par des mols par mètre cube. On trouve aussi la conductivité ionique molaire d'un électrolyte, et donc on utilise cette lettre, c'est le lambda majuscule, et donc c'est la somme du lambda de l'anion et de lambda du cation. Et donc ça permet d'écrire que ce grand lambda, c'est simplement le rapport de la conductivité à la concentration. Alors influence de la concentration.
Colrau a écrit une deuxième loi et dans laquelle il indique que ce lambda, donc je vais parler ici de l'électrolyte, ce lambda, quand on fait des essais, qu'on fait des mesures pour différentes concentrations, eh bien on voit qu'il évolue un petit peu et on voit qu'on a une relation linéaire quand on exprime ce lambda en fonction de la racine de la concentration. Alors, ça va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle la conductivité molaire ionique limite. C'est celle qu'on obtient quand on extrapole cette droite qui coupe là des abscisses pour une concentration nulle. Cette mesure est bien sûr inatteignable parce que si la concentration est nulle, on ne peut pas faire de mesure de conductivité, mais c'est cette valeur qu'on va retrouver dans la littérature et on peut, si on souhaite, connaissant une concentration, en déduire la concentration la conductivité ionique molaire en appliquant la formule avec un coefficient qui est fonction uniquement de l'électrolyte. Donc notre conductivité ionique molaire de l'électrolyte, c'est donc avec un 0, le petit O en haut, signifie qu'on est à une dilution infinie, et donc on va généraliser ce qu'on vient de dire aux conductivités ioniques molaires de chacun des ions, et on va parler de la conductivité molaire ionique à dilution infinie pour le cation et pour l'ion. Alors, habituellement, la valeur de A est telle que cette droite est très très plate et que en fait, ça ne change pas beaucoup la valeur tant qu'on reste dans des concentrations qui sont assez diluées. Jusqu'à 10-2, on peut avoir une erreur de l'ordre de 10%, mais ça simplifie grandement l'approche théorique. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la plupart des exercices. Application à la détermination d'un pKa ou d'un coefficient de dissociation. Alors on part d'une équation AH plus H2O, donc un acide qui se dissocie dans l'eau pour former l'ion H3 ou plus, et la base conjuguée. Alors au début on a C0, 0, 0, et puis après on a un coefficient de dissociation qui nous permet d'écrire que la constante d'acidité c'est alpha de CO carré sur CO sur C facteur de A moins alpha. Là, c'est facteur A moins alpha, il y a une petite erreur. Donc le sigma, c'est la conductivité de cette solution. Eh bien, ça sera le lambda de A- plus le lambda de H3 au plus, puisqu'il n'y a que ces deux espèces qui sont sous forme ionique qui peuvent apporter une contribution à la conductivité de la solution. Et donc, on va multiplier par la concentration de chacun de ces ions qui vaut alpha C0. Alors, si la dilution est suffisante, comme on a dit tout à l'heure, on va pouvoir assimiler les conductivités molaires ioniques aux conductivités molaires ioniques à dilution infinie. Et comme ces valeurs sont tabulées, on connaît ces valeurs, on mesure la conductivité et puis on peut en déduire donc la constante d'équilibre. On pourrait faire l'inverse, ça serait plus compliqué parce que si on si on considérait connue la constante d'équilibre et qu'on veuille déterminer ça, là on a deux inconnus, il faudrait croiser cette expérience avec d'autres réactions où une seule de ces espèces apparaît pour arriver à faire un système d'équations pour arriver à le résoudre. Donc si la concentration n'est pas inférieure à 10-2 mol par litre, ça devient plus compliqué parce que le lambda dépend de la racine de la concentration, et la racine de la concentration, enfin la concentration dépend du alpha, et donc on a une équation dans laquelle on a on a ça qui dépend de la concentration et ça qui dépend de la concentration qu'on obtient effectivement en ion. Donc ce n'est pas aussi simple dans ces cas-là.
on peut trouver quand même le moyen de résoudre le problème en faisant des mesures indirectes par le biais d'acides forts qui mettent en jeu les espèces chimiques qui nous intéressent, mais qui sont des acides forts qu'on peut considérer entièrement dissociés. Et si on choisit bien les espèces chimiques, on peut arriver, en sommant différentes équations, arriver à cette équation-là, et donc du coup à indirectement retrouver notre coefficient de dissociation. On peut plus simplement déterminer le coefficient de solubilité. Donc la constante de solubilité, la constante d'équilibre de solubilité, si on prend du sulfate de plomb, on a Ks qui vaut la concentration en Pb2+, fois la concentration en ion sulfate. Et donc si cette concentration, si on appelle C la concentration de l'une ou de l'autre, bah, ça fait C carré. Or, la conductivité de la solution, qui est donc le coefficient de cellule multiplié par G, va être égale à C fois la somme des deux lambda. Et là, comme... oui, et là, il faut faire attention, parce que dans la littérature, on va souvent trouver, comme ce sont des ions qui sont chargés de plus et de moins, on peut trouver les conductivités molaires ioniques équivalentes ou les conductivités molaires ioniques pour l'ion pris dans son ensemble. Donc une fois qu'on a fait attention à ce petit problème, eh bien on va pouvoir facilement trouver cette constante d'équilibre de solubilité. Enfin, la conductimétrie a aussi beaucoup à faire dans les titrages acide-base. Habituellement, dans les titrages acide-base, ce qui paraît logique de faire, c'est de mesurer le pH, mais on a certains cas où la mesure du pH va s'avérer insuffisante, et notamment quand on a une différence entre deux pKa qui n'est pas très importante. Et dans ce cas-là, en fait, la courbe de pH ne fait apparaître qu'un saut, et le deuxième est très peu marqué. Donc ça, c'est quand on a des différences de pKa qui sont inférieures à 4. Donc là, on ne peut pas les distinguer, on ne peut pas faire notre dosage facilement. Alors, dans ce cas-là, on peut combiner notre titrage, enfin, on peut conjuguer, on peut... quand on va faire ce titrage, on peut, en plus de la sonde de pH, rajouter une sonde de conductimétrie mesurer la conductimétrie, la conductivité, la conductance, et puis par le biais de la constante de cellule revenir à la conductivité de la solution. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a trois branches, et quand on a fait attention à exprimer une conductivité corrigée pour l'effet de dilution, à ce moment-là on a des portions de droite. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette variation de conductivité? Alors il se trouve que quand on a la solution au début de l'acide qui n'est pas entièrement dissocié, eh bien on a des ions H3O+, qui sont en solution, hein, qui proviennent du CO, qui proviennent du C2O4H2, qui est devenu COOH, CO-. Et donc ces ions H3O+ ont été réagissent réagissent à la soude avec la soude qui arrive pour former une molécule d'eau, et l'ion Na+ reste étant ici un ion spectateur. Alors on voit que dans cette réaction, on a remplacé, dans la solution on avait au début H3O+, et c'est remplacé par H2O plus Na+. Donc H3O+ est remplacé mol à mol par des ions Na+, qui sont beaucoup moins conducteurs. H3O+ est très conducteur parce que en fait il est très mobile, c'est pas vraiment lui qui se déplace, c'est juste le proton, et dans certains modèles c'est même juste les doublets électroniques qui se déplacent entre les liaisons hydrogènes. Et c'est ce qu'on appelle le mécanisme de Grotius.
Donc la conductivité diminue, et ceci proportionnellement au volume de soude introduit. Une fois qu'on a atteint la première équivalence, eh bien, on n'a plus d'ion H3O+ libre, et la soude va réagir avec l'ion HC2O4- pour lui arracher le deuxième proton et former donc le COO de moins, plus une molécule d'eau, plus Na+. Donc cet ion-là est remplacé mol à mol par quasiment le même, mais chargé de moins, avec en plus un ion Na+. Donc cet ion Na+, contribue un petit peu à... Enfin, du moins, on va déjà réfléchir à ce qui se passe entre là et là. Alors on a quasiment le même ion, en termes de taille, donc de volume et donc de mobilité. Par contre, il va, comme il est chargé de plus au lieu d'être chargé, enfin il est chargé de moins au lieu d'être chargé moins, il est plus chargé, et donc il est plus mobile. Hein, puisque la mobilité, c'était le rapport de la charge à la viscosité du solvant, voilà, et vu sa taille, il peut plus facilement, enfin du moins, il a la même taille, donc il ne change pas de taille, mais il augmente en charge, donc il est plus mobile. Et ceci va faire que la concentration, que la conductivité va se mettre à réaugmenter, ouais. Et on détecte ainsi l'équivalence. Donc on a des courbes avec des ruptures de pente qu'on peut facilement, pour lesquelles on peut facilement, sur un logiciel comme Regressi, faire des approximations linéaires de portions de courbes et trouver l'intersection des courbes qui nous donne des volumes équivalents avec une grande précision. Donc on peut voir que le volume équivalent qu'on trouve correspond à celui qu'on aurait pu lire ici sur le saut de pH, mais par contre ici on n'arrive absolument rien à lire, et cette courbe nous permet de connaître le premier volume équivalent. Et ainsi, connaissant le premier volume équivalent, en déduire les pKa.